Très bien, merci beaucoup. On va effectivement avoir l'occasion d'en débattre. Étant pour ma part également libérale, je pense qu'effectivement, c'est à ceux qui veulent interdire que la charge de preuve revient. Donc, mademoiselle, nous allons vous écouter exprimer votre point de vue. Quand on parle de la maternité face au marché, on évoque la femme, bien sûr, l'enfant, ou plutôt le futur enfant, et les porteurs du projet d'enfant. Mais il ne faudrait pas oublier les intermédiaires entre les deux parties du contrat, qui sont fondamentaux pour permettre l'échange. Nous avons donc, d'un côté, un couple, hétérosexuel ou homosexuel, qui désire avoir un enfant mais ne le peut pas. De l'autre, une femme qui accepte, pour une raison ou pour une autre, de porter l'enfant dans son ventre avant de le remettre à ce couple. Pour mettre en relation ces deux parties et veiller que tout se passe bien, des intermédiaires entrent en jeu. Ils peuvent être des professionnels de santé, des entreprises, des agences ou des cliniques, des juristes. Ce qui peut heurter dans l'idée de gestation pour autrui ou de procréation médicalement assistée, c'est la dissociation entre les actes de procréation, de gestation et parfois d'éducation. Cette dissociation est présente également dans le processus de l'adoption, mais elle est encore plus radicale ici. Là où l'adoption séparait la procréation et la gestation d'une part, l'éducation de l'autre, la GPA divise encore une fois la première étape. Le processus de gestation pour autrui peut donc faire intervenir jusqu'à 3 personnes, là où nos représentations traditionnelles n'en font intervenir que 2. Lorsqu'autant de personnes sont sollicitées à la fois, des intermédiaires peuvent apparaître nécessaires pour les mettre en relation et veiller au bon déroulement du projet. Quel est donc le rôle de ces intermédiaires ? Ils sont là pour mettre en contact les personnes désireuses de participer à une GPA et ils sélectionnent préalablement les candidates volontaires, c'est-à-dire les mères donneuses ou porteuses. Ce sont donc eux qui vont permettre les échanges entre les différentes parties. La plupart du temps, dans notre société, les échanges se font par l'intermédiaire d'un prix qui a pour vocation de fixer la valeur de l'objet échangé. Presque tout peut être acheté ou vendu, y compris dorénavant les cellules sexuelles. Tout échange suppose un don et un contre-don. Tu me donnes quelque chose, je te donne autre chose en échange. Autrefois, cela passait par le troc. Aujourd'hui, tout se fait par l'intermédiaire de l'argent. On attribue aux choses échangées une valeur monétaire. Le rôle des agences, dans le cadre de la GPA ou de la PMA par exemple, sera de déterminer la valeur monétaire des gamètes du donneur ou de la gestation de la mère porteuse. Ainsi, le marché est vu aujourd'hui comme ce qui permet de mettre le plus efficacement en relation des individus et de réaliser les échanges. La mère porteuse se trouve donc tout naturellement poussée sur le marché. Nous voici donc confrontés au principal problème soulevé par la gestation pour autrui. La marchandisation aussi bien de l'enfant que du corps de la femme. En effet, et c'est le principe même du capitalisme, les acteurs du projet cherchent à faire un profit maximum, les intermédiaires et les volontaires étant rémunérés. Mais peut-on véritablement tout vendre ? Peut-on vendre des ovules ? Peut-on vendre le ventre d'une femme ? Certains philosophes qui ont réfléchi à la fin de l'histoire sont arrivés à la conclusion que l'histoire se terminerait par le capitalisme. On peut penser, par exemple, à Francis Fukuyama, qui prédisait que les guerres seraient abolies et que toutes les civilisations du monde convergeraient vers un modèle de démocratie libérale. C'est également la thèse défendue par le philosophe Alain Juranville dans son livre « Inconscient, capitalisme et fin de l'histoire ». Le monde actuel, écrit-il, celui de la mondialisation et du capitalisme, est le monde juste qu'a voulu la philosophie depuis son commencement avec Socrate et Platon. Comment pourrait-on accepter cela ? Comment pourrait-on accepter que tout puisse être vendu, que tout puisse être acheté et que tout ait un prix, y compris la vie humaine ? Les droits fondamentaux de la plupart des États s'accordent pour consacrer la dignité de la vie humaine. Et cette dignité suppose que la vie humaine soit placée au-dessus de tout, donc qu'elle n'ait pas de prix, car tout prix serait dérisoire par rapport à sa valeur. La question qui se pose ici est à la fois très simple et très dérangeante. Peut-on donner, ou pire, peut-on vendre un enfant ?
car au-delà du corps de la mère porteuse, c'est un futur enfant qui est l'objet de l'échange économique. Peut-on donner un enfant ? Cette question n'est pas simple et je ne prétends pas y apporter de réponse définitive. Quelles sont les conséquences de cette marchandisation ? Rémunérer la GPA conduirait inévitablement à des dérives. Certaines femmes se porteraient candidates uniquement pour des raisons financières, voire seraient contraintes de la faire, et à l'inverse, d'autres plus aisées en profiteraient pour déléguer la gestation. L'apparition de ce nouveau marché remettrait en jeu nombre de valeurs humaines et une éthique communément admise, l'amitié, le don désintéressé de soi, le principe d'indisponibilité du corps humain. De plus, apparaîtrait ici une inégalité de moyens. Le coût d'une GPA pouvant être astronomique, seuls les plus riches pourront y accéder. Serait-il donc possible de développer une GPA sans marché, faisant intervenir des échanges non monétisés ? Cette solution soulèverait un problème d'égalité. Accéder à la GPA supposerait d'avoir de bonnes relations ou des amis prêts à venir en aide au couple, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Une autre solution serait de développer une GPA éthique, idée défendue notamment par la sociologue Irène Théry, la politologue Jennifer Mercant ou la philosophe et féministe Elisabeth Badinter. Cette GPA éthique serait strictement encadrée. Seuls les couples qui en ont besoin pourraient en bénéficier. La mère porteuse devrait respecter certaines conditions, dont celle de ne pas se porter volontaire pour des raisons financières. Et elle ne serait pas rétribuée, mais seulement indemnisée pour couvrir les frais de grossesse sans que la mère porteuse en tire des bénéfices. À première vue, cette solution semblerait idéale. Mais il lui manque, à mon avis, quelque chose de fondamental. Nous avons parlé du concept d'échange. À l'origine de l'échange, il y a le don. La mère porteuse fait don pour un temps de son corps. Mais le don n'est pas à sens unique. Tout don appelle un contre-don. La chaîne de don et de contre-don constitue le fondement de toute vie sociale. C'est ce qui permet de passer du stade d'individu isolé à celui de communauté. Un système de don à sens unique n'est pas viable. Si quelqu'un me fait un don, je me sens redevable envers lui, et si je fais un don sans recevoir de contrepartie, je serai jaloux. Le contre-don est donc nécessaire. De plus, don et contre-don doivent être équilibrés afin que l'échange soit équitable. Dans le cas de la GPA, le don consenti par la mère porteuse est conséquent. Elle y consacre 9 mois, met en jeu son corps, risque sa santé et donne de son énergie. Le contre-don doit donc être à la hauteur de ce sacrifice. Le couple qui désire un enfant doit compenser cet engagement. Il veut en quelque sorte s'acquitter d'une dette, d'après l'expression de l'anthropologue Jérôme Courduriès. Le problème de la GPA éthique est que si la mère porteuse n'est qu'indemnisée et non rétribuée, elle ne reçoit pas de contre-don. Et ceux qui ont bénéficié de ces services ne s'acquittent pas de leurs dettes. Des ethnologues, comme Bronislaw Malinowski et Marcel Mauss notamment, ont montré que le phénomène du don participe à la construction des rapports sociaux et, à contrario, peut en venir à les menacer s'il ne se noue pas de relation entre le donateur et le contre-donateur, c'est-à-dire si ce dernier ne s'acquitte pas de sa dette. Ne pas rendre le don peut être considéré comme une offense. Tant que le don n'est pas rendu, la dette n'est pas payée. Le bénéficiaire se trouve sous la dépendance du donateur et doit affronter le déshonneur qui lui est lié. La chaîne don contre don ressemble à un contrat tacite entre donateur et bénéficiaire, et ce contrat ne peut sous aucun prétexte être rompu. Le bénéficiaire est obligé, non pas juridiquement mais moralement, de rendre quelque chose d'équivalent, voire de supérieur à ce qu'il a reçu. D'où les sommes d'argent parfois énormes mises en jeu dans le cadre de la gestation pour autrui. Comment donc payer cette dette ? Premier moyen, en versant de l'argent. Cependant, cette transaction n'a pas forcément dans l'esprit des protagonistes la valeur d'un acte marchand. Il ne s'agit pas de réaliser un profit, mais de s'acquitter d'une dette. Mais il existe également d'autres moyens pour compenser l'engagement de la femme. Entretenir une certaine reconnaissance vis-à-vis d'elle, maintenir le contact, donner régulièrement des nouvelles de l'enfant. Mais se pose ici à nouveau le problème des intermédiaires. On pourrait envisager un contre-don sous une forme non monétaire si l'échange se faisait directement entre la femme et les porteurs du projet d'enfant. Mais on doit inclure la présence d'intermédiaires qui, eux,
ne se satisferont certainement pas d'une rémunération virtuelle. Les intermédiaires sont essentiels car ils sont les maillons du don et du contre-don. Sans eux, l'échange ne serait pas possible. Faut-il donc leur accorder à chacun une certaine part de la valeur monétaire de l'échange ? Puisque ce sont eux qui ont rendu possible ce don et ce contre-don, il est logique qu'ils reçoivent leur part de la dette. Mais quelle est cette juste part ? On constate que bien souvent, ils accaparent bien plus que ce qui devrait leur être dû, au détriment de la mère porteuse. Revenons un instant à cette question que j'ai posée tout à l'heure. Peut-on donner un enfant ? La réflexion sur le don et le contre-don y apporte un nouvel éclairage. Si l'on considère que l'échange du futur enfant contre de l'argent est un simple acte économique, alors il s'agit en effet de vendre un enfant, ce qui est incompatible avec l'idée selon laquelle la vie humaine n'a pas de prix. Mais si l'on prend en compte le fait que les porteurs du projet d'enfant se sentent redevables d'une dette vis-à-vis de la mère, il ne s'agit plus de réduire l'enfant au rang d'objet, mais à l'inverse de lui conférer une valeur supérieure par ce symbole essentiel qu'est le contre-don. Il serait donc réducteur de ne voir dans les transactions entre la femme et le couple que des actes mercantiles destinés à l'enrichissement personnel. Il faut prendre en compte le fait que le don de la femme appelle nécessairement un contre-don, sans quoi les relations sociales en seraient perturbées du fait du non-acquittement de la dette. Il serait donc illusoire de vouloir supprimer la contrepartie financière de la GPA sans la remplacer par une autre forme de contre-don. Merci.